Il y avait aussi des légendes, des dangers, des gens qui se perdent parfois. Les fagnes sont parsemées de croix, de gens qui sont morts, perdus dans la neige et des choses comme ça. Donc, je trouvais qu'il y avait vraiment le terreau pour faire un roman intéressant. C'est vrai, je suis de Seraing, comme on dit. Et je n'essaye pas de gommer mon accent, comme tu peux entendre, mais voilà, je suis une fille d'ouvrier, métallo. J'ai passé toute mon enfance ici, près des usines de Haut-Fourneau. Donc, je n'ai pas fait d'études après les secondaires. Je suis autodidacte en tout, aussi bien en peinture, sculpture qu'en écriture. Donc, j'ai appris sur le tas. Et finalement, c'est ce qui me plaît, c'est d'apprendre de nouvelles choses. Et puis, par exemple, la peinture, j'ai appris d'abord à dessiner, puis j'ai appris la peinture à l'huile, l'acrylique, et puis je passais chaque fois une nouvelle technique. Et quand je commence à me lasser de quelque chose, ben, il faut que j'apprenne une nouvelle chose. Et c'est ce qui me plaît vraiment, c'est d'apprendre et puis aussi de partager avec les spectateurs ou les lecteurs. On est là pour parler de ton 5e livre, Au vent déraisonnable, publié chez En Page, ton 5e livre, quasiment 100% belge. On en reparlera. Mais avant tout, est-ce que tu peux nous pitcher l'histoire, nous raconter de quoi il en retourne? Eh bien, c'est l'histoire de deux adolescents qui se connaissent depuis l'enfance. Ils sont Maria est la fille des fermiers, tandis que François est le fils d'un ouvrier agricole qui travaille pour le père de Maria. Ils ont parcouru ensemble tous les chemins des Fagnes. Ils vivent sur le plateau des Hautes-Fagnes. Et alors, ils adorent tous les deux ces paysages et cette nature sauvage aux confins de l'Allemagne, à la frontière allemande. Et quand vient l'adolescence, l'amitié petit à petit est remplacée par l'amour naissant. Malheureusement, la guerre est déclarée et ces territoires de l'Est de la Belgique à la frontière allemande sont annexés par Hitler. Donc, François va fuir à Liège pour échapper à son enrôlement dans la Wehrmacht, tandis que Maria va être incorporée au service du travail en Allemagne, avec celles qu'on appelait les malgré elles. Est-ce qu'ils arriveront à se retrouver après la guerre? Comment, après avoir passé tant d'épreuves? Et puis aussi Lucie, la cousine de Maria, qui a aidé François pendant la résistance, aura un rôle à jouer elle aussi. La relation qu'on a sur les 3 personnages, sans Lucie, elle serait complètement différente. Mais comment est-ce que tu as créé ce triptyque? Ben, au départ, c'est aussi une histoire de jalousie. Je voulais écrire une histoire de jalousie. Et alors, bon, fatalement, pour qu'il y ait jalousie, il fallait un 3e personnage. Donc, j'ai introduit Lucie dans la belle entente des 2 amis. Lucie est la cousine de Maria et elle a perdu sa maman et pendant que le père, qui est boulanger à Liège, doit arranger ses histoires de succession, il envoie sa fille pendant quelque temps à la ferme chez Maria. Donc, elle va vivre quelques semaines avec eux. Et c'est une jeune fille très douce et très, très gentille finalement. Maria lui fait des mauvais coups, mais elle ne voit le mal nulle part. Elle est toujours très conciliante et finalement, au départ, la jalousie de Maria n'est pas fondée puisque Lucie est vraiment charmante et peut-être un peu trop. Voilà, peut-être trop, voilà. Et alors, finalement, il y a quand même, elle se rend quand même compte que Maria exagère vraiment et à un moment, là, il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase et elle décide de rentrer à Liège, elle n'en peut plus.
Donc, elle laisse Maria là, elle rentre chez elle, mais c'est à ce moment que la guerre est déclarée. Donc, tout cela va basculer et devenir beaucoup plus grave qu'une simple jalousie. J'ai vraiment découvert beaucoup de choses quand j'ai commencé à creuser pour avoir des informations, lire des journaux de l'époque, etc., des témoignages. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une histoire très, très difficile pour les gens qui habitaient là. Et même après la guerre, ils ont eu beaucoup de difficultés à se réintégrer dans la Belgique parce qu'on les voyait un peu comme des traîtres puisqu'ils avaient combattu sur le front de l'Est en Allemagne. Oui. Même s'ils n'avaient pas eu le choix, ils n'avaient par exemple pas droit à une pension de guerre. Donc, ils ne pouvaient plus parler leur langue parce qu'après la guerre, on ne voulait plus entendre parler l'allemand. Donc, ils ont eu peur aussi de perdre leur culture et leur langue. Et c'est dans les années 70, quand on a créé la communauté germanophone, qu'ils ont pu retrouver leur culture et leur langue. On a appelé ça la communauté germanophone pour ne pas dire le mot allemand. Oui. Petit à petit, ils ont pu retrouver leur identité. Toute la partie où Maria doit faire son service obligatoire en Allemagne, là, j'ai vraiment découvert que c'était presque comme aller à l'armée pour les filles, finalement. Elles devaient aller en Allemagne et elles devaient faire un service, un apprentissage, et puis alors elles allaient soit dans une ferme, soit au service d'un propriétaire riche, comme servante finalement. Maria, comme elle a travaillé dans une ferme chez ses parents et qu'elle connaît très bien la paysannerie, elle était envoyée chez une dame dont le mari est parti se battre dans l'armée allemande. Donc, il n'y a plus d'hommes, ce sont les femmes qui doivent planter les patates et faire tout le travail de la ferme, soigner les bêtes, etc. Donc, c'est ça qu'elle va faire pendant son service obligatoire. Et puis après, j'ai découvert vraiment par hasard l'histoire de Wégimont. Le château de Wégimont, actuellement, appartient à la province de Liège et c'est un centre de vacances où beaucoup de Liégeois vont passer une journée à la piscine sur les jeux, etc. Il y a des restaurants. Bon, c'est vraiment un centre de vacances et de loisirs. Et pour tous les Liégeois, ce n'est que ça. Je pensais aussi que ce n'était que ça. Mais pendant la guerre, les Allemands l'ont réquisitionné et c'était devenu un Lebensborn, comme on dit, c'est-à-dire une maternité, mais une maternité bien spéciale. C'était une maternité où on fabriquait des enfants parfaits, la race aryenne. Quand une femme belge avait les caractéristiques de la race aryenne, était blonde aux yeux bleus et avait eu une aventure ou un viol avec un soldat allemand, elle pouvait aller dans le château de Wégimont pour accoucher, puisque c'était très mal vu pour l'époque d'être fille-mère, comme on disait. Hein. Donc, pour cacher ça, elles allaient en secret accoucher au château de Wégimont. Et les enfants qui naissaient étaient destinés à devenir les Allemands du futur, les êtres parfaits selon le rêve de Hitler, la race aryenne de demain. Donc, ces enfants-là devaient être adoptés en Allemagne par des familles bien comme il faut, selon les règles de la race aryenne. Et alors, comment est-ce que tu as fait tes documentations? Parce que c'est quand même... J'ai d'abord lu tout ce que je pouvais trouver, mais c'est-à-dire il n'y a pas grand-chose finalement. Et puis, je me suis renseignée aussi sur d'autres Lebensborn en Allemagne et en Alsace, par exemple. Il y en avait aussi en France, en Alsace et en Lorraine.
Et donc, le fonctionnement était toujours le même partout, c'était le même modèle un peu partout. Donc, je me suis dit que celui de Wégimont fonctionnait de la même façon. Et puis, il y a aussi quelques témoignages de personnes qui travaillaient là-bas. C'était des habitants de Soumagne, donc la commune qui abrite le château de Wégimont, Soumagne. Des gens travaillaient au château, il y avait des jardiniers, des cuisinières, des sages-femmes. Et ces gens-là, évidemment, ont quand même raconté ce qui s'y passait. Je trouvais que c'était incroyable qu'on ait pu avoir ça chez nous, alors qu'on n'en parle pas. Donc, j'avais vraiment envie d'en parler. Je trouvais que ça se mettait très bien avec l'histoire que je raconte dans mon roman. Et ce qui est vraiment bizarre, bien que la commune, à mon avis, ait étouffé l'affaire, ou la province, je ne sais pas qui a eu intérêt à étouffer ça, mais le fait qu'on n'en a plus jamais parlé, je suppose que ça s'est fait comme ça, et ce n'était pas très glorieux pour la commune que tout cela éclate au grand jour. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on n'en a pas parlé pendant 70 ou 80 ans, et puis tout d'un coup, voilà 3 romans qui sortent en même temps, qui parlent de ça. Le roman de Paul de Ré, qui vient de sortir au Murmure des Soirs, et aussi le roman de Sarah Bailey, je crois, je ne sais plus très bien comment elle s'appelle, chez Empage aussi. Donc voilà, Émilie a 2 Wégimont sur les bras maintenant. Je voulais écrire sur les fagnes parce que cette histoire a commencé pendant le confinement Covid, où on ne pouvait pas sortir des frontières de Belgique. Donc, j'allais me promener dans les fagnes à toutes les saisons. Je trouvais ça magnifique et il y avait aussi des légendes, des dangers, des gens qui se perdent parfois. Les fagnes sont parsemées de croix, de gens qui sont morts, perdus dans la neige et des choses comme ça. Donc, je trouvais qu'il y avait vraiment le terreau pour faire un roman intéressant. Donc, j'ai commencé à l'écrire après le Covid et bon, il a fallu… Bon, mon personnage principal, c'était les fagnes. Et puis alors, je me suis dit, qu'est-ce que je peux mettre comme histoire autour de ça? Donc, j'ai inventé 3 personnages principaux, Lucie, Maria et François. Et en écrivant sur les fagnes, je me suis rendu compte que dans cette partie de la Belgique à l'est, il y avait une histoire vraiment compliquée dans les cantons de l'Est qui avaient été allemands avant la Première Guerre mondiale, puis qui étaient devenus belges. Ils sont redevenus allemands à la Deuxième Guerre mondiale, puis redevenus belges encore après la guerre. Donc, c'était vraiment très compliqué. Parfois, pendant la guerre, il y avait des pro-allemands et des pro-belges, parfois même dans une même famille qui se déchiraient. Donc, je trouvais tout ça était vraiment intéressant du point de vue romanesque. Et donc, j'ai choisi une famille pour mon livre, une famille pro-allemande et une famille pro-belge. Et c'est pour ça que les amoureux vont être séparés quand la guerre est déclarée. Et oui, et parfois, c'est même frustrant. On se demande comment les relations vont se passer. Moi, je suis le premier frustré, hein. Mais c'est la vie. La vie fait que elle joue son rôle. Oui. Et, oui. alors, qu'est-ce qui t'émeut principalement justement dans les fagnes, puisque c'est, on peut le dire, le personnage principal du roman, ou du moins c'est un des personnages principaux. Oui, c'est plus qu'un décor parce que d'abord, je décris ce paysage à toutes les saisons qui évolue en même temps que les personnages de Maria et de François. Et puis, on pourrait dire aussi que le caractère sauvage, fantasque et changeant des fagnes est le même caractère que celui de Maria, finalement. Maria, elle est comme ça, elle est sauvage et changeante.
Donc, je Exactement. trouvais que c'était un personnage qui s'intégrait très bien dans son décor. Qu'est-ce que tu veux que tes lecteurs retiennent de ton roman? Qu'est-ce que tu souhaites qu'ils gardent? Je souhaite qu'ils gardent l'envie peut-être d'aller faire une promenade dans les fagnes et de se rendre compte par eux-mêmes. Je souhaite aussi qu'ils se rendent compte que la guerre est vraiment quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de choses à dire et qu'on ne nous demande pas notre avis, que ça nous tombe dessus sans qu'on l'ait demandé, mais il faut quand même savoir pour qui on va voter et ce qu'on fait de sa voix. Oui, donc que l'histoire... Il faut pas jouer avec le feu parce que ça peut finir très mal. Voilà. Si les lecteurs retiennent ça, c'est magnifique. Ce roman, c'est un roman 100% belge. Mm-hmm. Est-ce qu'il a une histoire, le fait que ça soit 100% belge? Oui, ben donc j'avais écrit ce roman 100% belge. Pas encore 100% à l'époque, mais bon, j'ai donné le manuscrit à mon éditeur de l'époque qui était les Presses de la Cité. Et ils m'ont dit, oh non, ça ne va pas, c'est trop belge, ça ne conviendra pas pour les Français. Alors que bon, les Français ont connu la même situation en Alsace, mais apparemment les Français ne connaissent pas bien leur histoire. Hein. Ils ne sont pas très bons en histoire, les Français. Bon, je fais une généralité, mais bon, c'est vrai, c'est souvent le cas quand on regarde des émissions de culture générale, c'est souvent l'histoire qui laisse à désirer. Bon, donc ils me disent non, ça ne conviendra pas pour les Français, c'est trop belge. Et puis le personnage de Maria n'est pas sympathique, elle me dit l'éditrice. Bah, oui, évidemment, elle n'est pas sympathique. Je l'avais voulu comme ça. Donc je me suis dit ah bon, c'est trop belge. Bon, je vais pas le laisser dans un tiroir. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je me suis dit, je vais le proposer à un éditeur belge. Et puis, j'ai rencontré un libraire de Verviers où j'étais allée dédicacer, qui m'a dit, oui, je connais une éditrice qui habite Verviers. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, envoie-lui ton manuscrit. Et finalement, j'ai attendu, je ne savais pas ce que je devais faire. Et puis, je l'ai rencontrée à la foire du livre et je lui ai donné mon manuscrit. Et voilà, elle a été enchantée. Que dirait la Christiana d'aujourd'hui si elle pouvait remonter le temps à la Christiana petite? Alors, je lui dirais, ben écoute, tu vois, tu dessinais dans la marge de tes cahiers et puis tu étais punie pour ça. L'institutrice avait arraché la page du cahier et l'avait collée dans le bulletin en disant tu feras signer ça à tes parents. Et elle m'avait dit, et c'est tout ce que tu sais faire, ça qu'elle m'avait dit. Donc je dirais à la petite traumatisée de l'époque, tu es capable de faire quand même quelque chose. Voilà, n'écoute pas ce qu'elle te dit. Est-ce que le fait d'écrire ce livre a changé la personne que tu es? En te mettant à la place de ces personnages, dans ce contexte, au milieu des fagnes, est-ce que ça a changé Christiana Moreau? Non, ça n'a pas changé. Moi, je suis comme ça depuis toujours. Je suis une curieuse, une femme qui veut toujours défendre les plus faibles, les opprimés. Donc, je suis toujours en train de me battre pour ça. Et je suis féministe, toutes ces choses-là. Donc, c'est en moi. Donc, fatalement, ça ressort dans mes livres. Mais ça ne m'a pas changé. Je suis comme ça depuis très longtemps. Depuis toujours.